L'un des incidents les plus tragiques, ou des attentats les plus tragiques survenus jusqu'à présent en Iran, a été le meurtre de 165 écolières ainsi que de leurs enseignantes. On a demandé à Donald Trump qui en était responsable, qui avait fait cela. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Les États-Unis ont bombardé une école primaire de filles dans le sud de l'Iran le premier jour de la guerre, tuant 175 personnes. D'après ce que vous savez pour l'Iran. Est-ce vrai, M. Exam, c'est l'Iran qui a fait ça? Nous menons bien sûr une enquête. Vous enquêtez encore. Le seul camp qui vise des civils, c'est l'Iran. Nous pensons que cela a été fait par l'Iran, parce qu'ils sont très imprécis, comme vous le savez, avec leurs munitions. Ils n'ont absolument aucune précision. Cela a été fait par l'Iran. Oui, le voilà, Ray. Il y a quelques instants, la vidéo de l'attaque du bombardement est sortie. Les images ont été diffusées par les médias iraniens. Oui, c'est exactement le moment où ils ont frappé l'école. Quelle est ta compréhension de cela, Ray? Nima, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être justifiées, qui ne peuvent pas être expliquées et sur lesquelles on ne peut pas mentir. Maintenant, les filles de cette école ont été tuées. Permets-moi de souligner que le nombre s'élève désormais à 170. Comme tu le sais mieux que moi, les Iraniens font très attention à ne pas compter deux fois. D'accord? Et ils ont dû rassembler divers bras et jambes. Imagine ce que cela a dû être. Eh bien, l'attaque contre l'école a eu lieu avant même que les Iraniens ne sachent qu'ils étaient attaqués. Bon sang. Donc l'idée que les Iraniens aient fait cela eux-mêmes, c'est une impossibilité temporelle. Cela s'est produit immédiatement, dans la première vague. C'était vers 8h30 du matin, si ma mémoire est bonne, heure locale. Et le guide suprême a été tué exactement au même moment. Il est désormais largement reconnu qu'il était fait par des tirs américains et non israéliens. Il n'y a eu aucune reconnaissance de cela, à part ce que vous venez de voir, ce que vous venez de diffuser. Et il n'y a eu ni photo, ni couverture médiatique, parce que tout a été gardé en surface. Étant donné la possibilité de l'explication selon laquelle Trump, et vous vous souvenez qu'il a été interrompu par Pete Hegseth, nous continuons d'enquêter. Personne ne pourra prouver que cela a été fait par les Iraniens. Pourquoi ferait-il cela? Je veux dire, vous savez, dans ma tradition, la tradition judéo-chrétienne, qui est aussi la tradition islamique, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Coran, comme vous le savez mieux que moi, est rempli de cette même idée, le tout miséricordieux. Soyez miséricordieux comme le tout miséricordieux. Et nous, qu'en est-il? Nous avons changé cela. Nous ne montrons plus de miséricorde. Voyez Pete Hegseth, notre secrétaire à la défense se fait maintenant appeler secrétaire à la guerre. Nous ne montrons plus de miséricorde. D'accord. Eh bien, c'est un peu différent de l'héritage américain et religieux dont je suis issu. Et toi aussi, je suppose, Nima. Nous ne faisons preuve d'aucune pitié. Si c'est ce qui découle de notre absence de pitié, alors je pense que nous devons tenir ces gens pour responsables. Comment cette école s'est-elle retrouvée prise pour cible? Maintenant, l'explication bienveillante serait « Oh, c'était à proximité » ou « Cela avait été utilisé par les gardiens de la Révolution il y a quelques années, 5 ou 7 ans, et ils n'ont simplement jamais mis à jour la liste des cibles. » C'est l'explication bienveillante. Alors, Scott Ritter passe tout en revue et dit qu'on ne vise jamais une cible sans mettre à jour la liste des cibles,
et sans s'assurer que ce qu'on frappe n'est pas une école de filles, mais bien un avant-poste des gardiens de la Révolution. D'accord? Donc, l'autre hypothèse, et c'est une spéculation de ma part, c'est que quelqu'un a ajouté cela à la liste des cibles. Maintenant, qui ça aurait-il pu être? Eh bien, ce serait quelqu'un qui voulait que la situation paraisse aussi grave que possible, afin que les Iraniens soient provoqués, réagissent instinctivement, peut-être même de manière irresponsable, et qu'ils aient une réaction vraiment forte, peut-être en tirant sur l'un de ces porte-avions que nous avons dans la région ou autre chose. Et alors il y aurait une guerre à grande échelle. Les États-Unis et Israël auraient l'occasion d'intervenir. Et si l'affrontement avait jamais été provoqué, ce serait premièrement en tuant le guide suprême. Deuxièmement, pourquoi ne pas y ajouter 170 filles aussi? Enfin, je t'ai envoyé quelques photos, Nima. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les regarder ou même de les télécharger. C'était il y a seulement quelques minutes. Et je crois qu'une a été retirée de X maintenant parce que son contenu est... Oh, wow. D'accord. Alors ça, c'est après, d'accord? C'est la file, mais on ne voit pas la fin de la ligne là-bas. Ce sont les corps des petites filles, d'accord? Elles figuraient dans un article publié depuis Dubaï aujourd'hui, et d'une manière ou d'une autre, il a échappé à la censure. Donc ça, c'est après, elles sont préparées pour l'enterrement. Nima, t'as celle d'avant? D'accord. J'ai dit ça dans la dernière, il y a environ 9 minutes. It's a Stang, celui d'avant. On y voit les deux petites filles. D'accord, eh bien, c'est celle qui a été retirée. Tout ce qu'elle montre, ce sont deux petites filles mortes, peut-être de 8 ou 9 ans, encore vêtues de leur robe d'école. Je pense donc que nous devons rester humains ici. Nous devons tenir pour responsables les personnes qui parlent en notre nom, comme Hexet l'a fait quand il a dit « Nous ne montrons aucune pitié. » D'accord? Et la meilleure chose que je puisse faire à ce stade, à part pleurer, c'est de citer un vieux poème. Cela ne prendra qu'une seconde, mais cela me console et me met au défi, parce qu'il parle de gens qui se lèvent dans des situations comme celle-ci, face à ce genre d'abus que nous ne pouvons tout simplement plus tolérer. C'est de mon ami Daniel Berrigan, un prêtre jésuite qui est un excellent prédicateur contre la guerre et la violence. Voici le poème, il n'est pas publié, je l'ai recopié sur un mur du Catholic Worker quand je séjournais chez les Catholic Workers dans le Bowery à New York. Il avait été envoyé spécialement à ces Catholic Workers. Le titre est « Certains », C-U-R-T-A-N-S, « Certains ». Je vais le lire. « Certains se sont levés une fois, puis se sont assis. Certains ont marché 1 mile, puis sont partis. Certains se sont levés 2 fois, puis se sont assis. J'en ai assez, ont-ils dit. Certains ont marché 2000, puis sont partis. C'est trop, ont-ils crié. Certains se sont levés, et levés encore. On les a pris pour des fous, on les a pris pour des dupes. Certains ont marché, et encore marché. Ils ont marché sur la terre, ils ont marché sur les eaux, ils ont marché dans les airs. Pourquoi restes-tu debout? Leur demandait-on. Et pourquoi marches-tu? À cause des enfants, disait-il, à cause du cœur et à cause du pain. Parce que la cause, c'est le battement du cœur, les enfants qui naissent et le pain levé. Ces horreurs doivent être affrontées. Nous le faisons avec miséricorde, sans violence, mais nous restons debout, nous marchons et nous ne nous arrêtons pas. Voilà la confrontation que je retiens de cette conversation si profondément émouvante. Un poème de mon ami Dan Berrigan qu'il a écrit il y a de nombreuses années dans des circonstances similaires. J'espère que votre public ne m'en voudra pas de le lire. Oui. Ray, la guerre s'intensifie et elle atteint les sources de pétrole. Tu sais, les réserves de pétrole en Iran, à Téhéran, et même les usines de dessalement.
la situation devient incontrôlable. Comment évalues-tu, comment analyses-tu la situation actuelle de la guerre? Ou bien, selon toi, l'Armageddon se profile-t-il à l'horizon? Eh bien, si nous parlons de sanctions économiques, tout le monde est puni ici. Nous, aux États-Unis, moins que les autres, parce que nous avons notre propre forage et notre propre pétrole. Mais l'Europe est en très mauvaise posture. Même M. Poutine a fait rare organiser une interview où son intervieweur favori fait son numéro habituel, puis au bout de 2 minutes demande « Et tout ce gaz naturel et ce pétrole que vous fournissiez à l'Europe ?» Et Poutine répond « Eh bien oui, ça a été coupé, n'est-ce pas? Et regardez ce qui s'est passé. Vous savez, nous en avons encore un peu. Nous pourrions le couper de nouveau. Laissez-moi y réfléchir. Les Européens disent qu'ils vont en acheter l'année prochaine. Alors peut-être que nous devrions simplement en finir maintenant et les couper. Mon Dieu, que se passera-t-il si les Européens ne peuvent plus obtenir de gaz ou de pétrole de la Russie? Ils en reçoivent encore une bonne partie. Et qu'en est-il des approvisionnements en gaz naturel venant de Dubaï, je suppose? L'une de ces sources du Golfe a été coupée. Donc tu sais, comme tu t'en souviens, Nima, il aurait été, à mon avis, il y a 10 jours, insensé de risquer que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Et c'est pourquoi j'ai dit, de manière un peu infantile, eh bien, c'est pour ça que cela n'arrivera jamais. Je veux dire, personne n'est assez fou pour ça. Eh bien, il s'avère que les gens qui dirigent cette politique, cette guerre pour les États-Unis, ne sont pas seulement fous, mais aussi mal informés, ou simplement délirants. Regarde ce que dit Trump, nous allons simplement gagner. Je veux dire, cela ne correspond pas à la réalité. Donc si, comme à mon habitude, j'essaie de me mettre à la place des dirigeants du Kremlin, je me dis, mon Dieu, ce type est capable de tout. Maintenant, est-ce que je pense que Trump serait prêt à utiliser des armes nucléaires? Je me suis déjà trompé, mais je ne le pense toujours pas. Est-ce que je pense qu'Israël utilisera des armes nucléaires? Oui. J'ai appris au fil de ce processus, parfois grâce à vos autres invités, qu'il est tout à fait probable qu'Israël puisse être, disons, désorganisé, voire détruit, car les défenses aériennes dont il dispose, le dôme de fer et les missiles patriotes, se sont révélés inefficaces contre les missiles iraniens à grande vitesse. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis juin dernier? Je ne sais pas. Je ne pense pas que grand-chose ait changé. Ce que je dis ici, c'est ceci. Israël ne peut pas se défendre contre les missiles hypersoniques iraniens. Cela a été prouvé. Je veux dire, nous avons des exemples. Jusqu'à présent, Israël a réussi à dissimuler les dégâts grâce à la censure. Presque toutes les photos sont empêchées de sortir, d'accord? Maintenant, que se passera-t-il si mes collègues analystes militaires ont raison et que les Iraniens mettent Netanyahou dans une situation désespérée? Aura-t-il recours à une arme nucléaire? Ma réponse, compte tenu de ce que je sais de cette personne, est oui, il le ferait probablement. Et mon Dieu, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Espérons que quelqu'un pourra intervenir avant que cela n'arrive. Et je pense que les Russes envoient en quelque sorte des signaux. Poutine lui-même a parlé à tous les dirigeants du Golfe là-bas, et il a aussi des contacts avec Israël. Quoi, 2 millions de Russes vivent maintenant en Israël. Donc il en a la capacité. Donald Trump dit « Oh, j'ai une excellente relation avec M. Poutine ». Eh bien, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais vous savez, ce serait une possibilité. L'Inde serait un autre médiateur possible. Il y a des acteurs qui ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Et espérons simplement que Netanyahou et Trump, qui sont des narcissiques délirants certifiés, en train de se battre la poitrine. Les vrais hommes vont en Iran, comme on disait il y a 23 ans, n'est-ce pas? Quand ils ont fait l'Irak parce que c'était plus facile.
Eh bien, la situation en Iran ne s'est pas simplifiée. À mon avis, et d'après les informations provenant de sources fiables, les Israéliens dissimulent leurs pertes réelles et sérieuses. Les Iraniens, eux, ne disent pas grand-chose, si ce n'est « Écoutez, plus de cessez-le-feu tant que nous n'en aurons pas fini avec cette affaire. » Et les Iraniens ont l'avantage. En fin de compte, tout pourrait dépendre du fait que, contrairement à l'approche sans pitié de Pete Hedges, les Iraniens parviennent à se contenir et à dire « Très bien, écoutez, nous avons ici une autre éthique. Si vous décidez de respecter ces conditions de coexistence pacifique, garanties par des pays comme la Russie et la Chine, nous pouvons traiter avec vous sans vous anéantir. » Tu sais, c'est peut-être visionnaire, et tu en sais sûrement plus que moi, Nima. Mais je pense que leur foi, leur religion, ta religion, si tu es croyant en l'islam, est de nos jours une religion bien plus miséricordieuse. Et que le sionisme chrétien est, comment disent-ils, un abus de langage. C'est une contradiction en soi, car on ne peut pas être à la fois sioniste et chrétien. Et je te nomme Nima Al-Khorshid comme notre prochain ambassadeur en Israël. Huckabee, je le verrai plutôt à la station-service du coin, s'il est capable d'assumer ce genre de poste. Alors avant de devenir plus ridicule, je vais m'arrêter là. Ray, tu as mentionné quelque chose de très important. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation et de mésinformation sur l'islam. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point l'islam est, il est si profond, si essentiel dans la vie quotidienne des Iraniens. Je me souviens de ma grand-mère et de mon grand-père. C'est une partie de la culture. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à celle-ci. C'est une partie de moi. Ce n'est pas seulement quelque chose en quoi je crois, c'est moi, tu vois. C'est comme être chrétien. Tu es chrétien, tu sais comment ça fonctionne, parce que cela englobe d'une certaine manière tout ton système de croyances. Cela influence ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon d'aimer les gens. Et tout ce que les médias grand public rapportent aujourd'hui sur l'islam, tout cela relève de la désinformation et de la mésinformation destinée à diaboliser les gens, à diaboliser l'islam, à diaboliser les pays islamiques. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Il faut aller en Iran, il faut parler avec les gens là-bas, et tu verras à quel point ils sont gentils, à quel point... C'est même inimaginable pour beaucoup de personnes, en dehors de l'Iran ou en dehors des pays islamiques, je dirais. Ce n'est pas seulement à propos de l'Iran, c'est à propos de Gaza, de la Palestine, de tous ces pays. Et tu sais, Nima, je fais souvent remarquer que les analystes du renseignement doivent tout lire. Cela va du sublime jusqu'au ridicule. Par exemple, les mémoires de George W. Bush, Decision Points, où il souligne que oui, Cheney et lui avaient pleinement l'intention d'attaquer l'Iran à la fin de leur mandat en 2008. Et je le répète une fois de plus, il en a été empêché par des analystes du renseignement honnêtes, si vous pouvez le croire. Une estimation nationale du renseignement de novembre 2007 affirmait « Nous estimons que l'Iran a cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'a pas repris ses travaux. Incroyable. La communauté du renseignement maintient-elle toujours cette position ? Eh bien, c'était encore le cas exactement un an plus tôt, lorsque Tulsi Gabbard a témoigné sous serment dans le cadre d'une audition exigée par le Congrès, ce qu'ils appellent l'évaluation annuelle des menaces. Et elle a déclaré « Nous ne constatons aucun changement. » Nous ne voyons aucun changement dans la fatwa que le guide suprême a émise en 2003, comme nous le rapportons chaque année depuis. Mon Dieu, c'était la vérité. Maintenant, oh, qui a fait ça? C'était Tulsi Gabbard.
Où est-elle maintenant? Mon Dieu, elle est un peu... Enfin, j'ai un dessinateur qui travaille sur une brique de lait d'un demi-gallon. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Avec des informations manquantes, du genre, si vous avez des informations sur l'enlèvement de Tulsi Gabbard, appelez ce numéro. Enfin, ce n'est même pas drôle. Où diable est-elle? Nous savons qu'une fuite vers The Washington Post a révélé que son Conseil national du renseignement, qui lui rendait directement compte, avait déclaré « Écoutez, il n'y a aucune chance que nous puissions provoquer un changement de régime en Iran. » Et ce document est sorti une semaine avant l'attaque. Et j'imagine que les séances d'information avaient eu lieu plusieurs semaines auparavant. Donc voilà quelqu'un de proche de Tulsi, je ne sais pas. Quelqu'un qui a travaillé là-dessus, ou qui était au courant et qui est honnête, est allé voir The New York Times et a dit « Écoutez, je déteste vous dire ça, mais on vous l'avait bien dit. Et on avait dit à Hegseth qu'on l'avait dit à Trump. Mais c'est vrai. Et voici la preuve. » Donc, quelque chose de très sinistre est en train de se passer. Je pense qu'il faut rappeler qu'il y a eu, le 26 février, une réunion à Genève, en quelque sorte négociée et médiée par le ministre des Affaires étrangères d'Oman. D'accord. Nous avions Witkoff et le gendre d'un côté, et le ministre iranien des Affaires étrangères de l'autre. Comment cela s'est-il terminé? Eh bien, je n'ai pas besoin de spéculer, je n'ai pas besoin de me fier à la version de l'un ou de l'autre. Nous avons le ministre des Affaires étrangères d'Oman qui prend l'avion pour Washington le lendemain, parle à notre vice-président, puis s'entretient avec Margaret Brennan de CBS en disant « On est tout prêt, mec. » Et c'est formidable, parce que les Iraniens ont fait preuve d'une incroyable flexibilité sur la question de l'enrichissement. Ils sont même prêts à envisager la présence de quelques soldats américains sur le terrain. Je veux dire, ça semble vraiment prometteur. C'était le 27. Minuit ou dès l'aube du 28. Que fait-on? On tue 170 filles âgées de quoi? 7 à 12 ans. Et on tue le guide suprême. Je veux dire, je vais simplement ajouter ceci, Nima Al-Khorshid. Il existe une théorie, et je ne l'appellerai pas une théorie du complot, selon laquelle ceux qui ont mené ces premières attaques étaient déterminés à s'assurer que l'Iran réagirait de manière excessive. Et si les conséquences de cette surréaction étaient si atroces, disons qu'Israël était à peu près détruit, alors il y aurait une justification pour en finir. Et comment fait-on cela? Avec l'une de ces petites armes nucléaires que Netanyahou possède, dont la technologie a été volée aux États-Unis, y compris par des gens comme... Enfin, pas des gens comme... y compris par Netanyahou. Et nous avons fermé les yeux là-dessus, et maintenant, cela nous retombe dessus. L'autre chose que je dirais, c'est que les Russes sont impliqués là-dedans. Ce qui m'intéresse, Nima, c'est que M. Poutine, malgré toute sa perspicacité, sa prudence et son sens de l'État, a fait certaines choses qui m'ont vraiment stupéfié. La première et la plus importante a été de conclure un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord. Incroyable. Alors, peut-être que c'est trop stéréotypé de dire que les dirigeants nord-coréens sont fous, et je pense que ça l'est, mais il l'a fait. Et donc, si la Corée du Nord était attaquée, la Russie serait tenue de leur venir en aide. Et inversement, comme on l'a vu lorsque l'invasion de Koursk est venue d'Ukraine vers Koursk, en Russie proprement dite. D'accord. Des dizaines de milliers de Nord-Coréens les aident là-bas. Cela m'a surpris. Je ne pensais pas que Poutine ferait ça. Et puis, vous savez, il a maintenant déployé des unités aériennes en Biélorussie, n'est-ce pas? Les liens avec la Biélorussie n'ont jamais été aussi forts, ni aussi étroits. Et vous savez, l'idée qu'il aimerait conclure un traité de défense mutuelle avec l'Iran, je pensais que c'était allé trop loin. Enfin, regardez l'Iran. Il va peut-être être attaqué par les États-Unis ou par Israël. Poutine ne voudrait pas ça. Je me trompais là-dessus aussi.
Je veux dire, même les vieux peuvent apprendre de nouvelles choses. Mais ce sont les Iraniens qui ont refusé un traité de défense mutuelle avec la Russie. C'est la Russie qui essayait d'en obtenir un. Et ce processus a duré 2 ans et demi. Il s'est finalement conclu par un traité de coopération stratégique très important, mais il restait bien en deçà du type de traité que les Russes ont avec la Corée du Nord ou des accords qu'ils ont avec la Biélorussie. Et c'étaient les Iraniens. Maintenant, vous pouvez sans doute mieux expliquer que moi pourquoi les Iraniens auraient résisté à ce type de traité. Mais je pense que les Russes sont désormais en position de dire « Regardez, nous allons collaborer maintenant. Vous avez été attaqués. Nous disposons de toutes sortes d'images satellites sophistiquées et il ne s'agit pas seulement de photographie, mais aussi d'infrarouge, de radar, de multispectral. » Nous avons cela. Les Russes ont ce genre de choses. Et donc les Iraniens, s'ils ont reçu ce matériel, ont localisé à peu près toutes nos installations et tous nos navires de guerre, et ainsi de suite, dans la région. Maintenant, lorsque ce rapport est sorti il y a 2 jours, j'ai rapidement consulté mon meilleur ami analyste de la Russie, un professeur à la retraite. C'est un historien, mais à son crédit, il est devenu journaliste, comme j'essaye de l'être. D'accord? Alors il me dit, Ray, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes qu'il fasse ça? J'ai répondu, eh bien non, je suppose que non. Mais qu'en penses-tu? Il dit, ça s'appelle le karma, non? Tu sais ce que c'est le karma? Qu'est-ce que les États-Unis font en Ukraine pour permettre de cibler les forces russes? Alors maintenant, on peut rire du karma, mais c'est une situation très grave, car jamais auparavant, ni pendant la guerre froide, ni depuis, une puissance nucléaire, et je parle d'Israël, n'a eu à la fois la capacité et probablement la motivation d'utiliser une arme nucléaire en situation d'extrême urgence. Et si mes collègues militaires ont raison, et ils ont eu raison jusqu'à présent, Israël sera dans une situation d'extrême urgence. Donc, plus vite nous pourrons calmer cette fichue affaire, mieux ce sera. Les conséquences sont... Enfin, certains commentateurs ont dit « Je ne veux pas aller jusque-là, c'est trop horrible à imaginer. » Eh bien nous, les analystes du renseignement, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons aller jusque-là, c'est mon jugement. Et j'étais hier soir avec Joe Loria et Patrick Lawrence, qui ne sont pas des amateurs. Et nous 3 étions d'accord pour dire que ce n'est plus du 50-50. En situation extrême, lui, Netanyahou, voudrait probablement utiliser l'une de ses armes nucléaires. Et si nous le pressions en disant « S'il te plaît, Bibi, cher », il répondrait simplement « Écoutez, vous savez, laissez-moi juste ajouter une chose. En ce qui concerne l'utilisation d'armes nucléaires par Israël, les gens oublient. Or, j'étais en service pendant tout cela, donc je connais les détails par cœur, et je m'en souviens encore très bien, d'accord? En 1967, les Israéliens sont simplement entrés comme si de rien n'était. Ils ont fait croire qu'il y avait une menace venant de Nasser. Ils ont ensuite admis, en fait, un ancien premier ministre israélien a admis qu'il n'y avait aucune menace venant des Égyptiens. Nous avons bougé parce que nous avons vu que nous pouvions les vaincre et les détruire. Je me souviendrai de son nom dans un instant. Bref, en 1973, oh mon Dieu, les Arabes ont effectivement attaqué Israël. D'accord, et que s'est-il passé? C'est vraiment intéressant. Golda Meir a menacé d'utiliser des armes nucléaires, et cela a complètement affolé Henry Kissinger et son patron. D'accord? Kissinger s'est immédiatement rendu là-bas et a dit d'accord, écoutez, nous allons vous réapprovisionner, nous allons tout vous donner, mais ne faites pas ça. D'accord? On peut imaginer à quel point la situation était fragile, à quel point elle était dangereuse, parce que Golda Meir, je pense, aurait pu le faire. Golda Meir, ouais. Alors maintenant, nous avons Netanyahou. Il est bien plus sensé et raisonnable que Golda Meir, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Voici donc l'histoire que peu de gens connaissent. Kissinger et Nixon ont dit « Mon Dieu, c'était juste, c'était tout juste. Comment éviter que cela ne se reproduise jamais ?» Et Kissinger a répondu « Je sais, Monsieur le Président, un traité de défense mutuelle avec Israël. Si nous concluons un traité de défense mutuelle avec Israël, plus personne n'envisagera jamais d'attaquer Israël. » Nixon dit « Bonne idée, vends ça. » J'ai des amis qui étaient en service actif à cette époque. Ray Close en faisait partie. Il est décédé depuis. Il faisait partie d'Ajax, l'opération qui a renversé Mossadegh, le premier ministre librement élu de l'Iran. Il connaissait donc toute cette affaire. Il avait été chargé d'aller parler aux princes saoudiens et de leur dire « Écoutez, nous allons essayer de faire ceci ou cela. » Et d'autres ont fait la même chose. Eh bien, ils sont allés voir les Israéliens et leur ont dit « Écoutez, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous aimerions conclure un traité de défense mutuelle. » Un traité de défense mutuelle, bien sûr, c'est lorsqu'une partie est légalement, par traité, tenue d'aider l'autre si celle-ci est attaquée. Eh bien, les Israéliens ont dit « Écoutez bien, mes amis. » Les Israéliens ont dit « Oh, c'est gentil, merci, mais non merci. » Alors, quel pays, sain d'esprit, refuserait un traité de défense mutuelle avec le pays le plus puissant du monde à l'époque? Eh bien, les raisons étaient les suivantes. Les traités de défense mutuelle exigent des frontières reconnues internationalement, et Israël, à ce moment-là, n'en faisait pas partie. L'autre raison, c'est qu'Israël avait un excellent arrangement avec les États-Unis. S'il voulait attaquer la Syrie ou le Liban, il le faisait tout simplement. Puis demandait pardon plutôt que la permission. Et il n'en informait même pas les États-Unis à l'avance. Un véritable traité de défense mutuelle exige qu'une partie informe l'autre si elle compte agir de manière précipitée, en tentant d'attaquer un autre pays ou en le faisant réellement. Et les Israéliens ne voulaient pas de cela non plus. Alors les Israéliens se sont dit, « Écoutez, nous avons tous les sénateurs, bon sang. Nous avons les représentants, nous avons le président. Merci beaucoup, mais nous ne voulons pas nous occuper de cette histoire de définition de frontières reconnues internationalement, ce qu'elles ne seront jamais, espérons-le. Et nous ne voulons pas avoir à vous prévenir quand nous voulons faire des choses comme bombarder la Syrie, l'Irak ou autre. » Voilà donc toute l'ironie de la situation. Nous ne sommes pas des alliés d'Israël, même si nous essayons d'en faire nos alliés. Et les qualifier d'alliés n'est pas un terme correct à employer, car des alliés, au sens juridique, désignent un pays avec lequel on a un traité de défense mutuelle. Allié, au sens plus large, ne veut rien dire légalement.